En 2018, les contribuables français ont payé 138 € de redevances audiovisuelles pour financer le service public. Les Français paient, les Français casquent, et pendant ce temps-là, c'est la liberté d'expression qui recule. Alors, avant le 31 décembre de cette année, donnez-nous la valeur de cette redevance pour augmenter la portée de la voix de TV Liberté, pour que vos impôts aillent réellement à vos idées. Aidez-nous à porter la voix de la résistance, la voix de la dissidence. Aidez-nous à défendre vos idées. Donnez à TV Liberté. Les timides annonces du gouvernement n'ont pas suffi à calmer les gilets jaunes. Alors qu'un acte 4 est prévu samedi, les rangs de la mobilisation se garnissent et la révolte dépasse même les frontières. La première crise du quinquennat résonne comme une fin de règne. Le président réformateur a du plomb dans l'aile, au point que la suite des événements va se compliquer. La sortie britannique de l'Union européenne de plus en plus difficile, alors que Theresa May tente de convaincre le Parlement de suivre sa feuille de route, les oppositions pro- et anti-Brexit s'agitent. L'emblématique Nigel Farage a même démissionné de son parti, le UKIP. Madame, Monsieur, bonsoir. La reculade gouvernementale ne freine pas la mobilisation. Alors que l'exécutif tente de jouer la carte de l'apaisement, le moratoire de la hausse des taxes ne semble pas convaincre les gilets jaunes. Dans le même temps, d'autres mobilisations prennent de l'ampleur. Thibaut Bastide. Faute d'éteindre l'incendie, le gouvernement met de l'huile sur le feu. 3 semaines après le début de la mobilisation des Gilets jaunes, l'exécutif, acculé, a tenté d'apaiser les tensions en annonçant un timide gel des taxes pour 6 mois. Après avoir entendu cette demande exprimée par à peu près tous les interlocuteurs que j'ai rencontrés au cours des consultations de ces derniers jours, je suspends, pour une durée de 6 mois, ces mesures fiscales. Elles ne s'appliqueront pas avant d'être débattues par toutes les parties prenantes. Nous voulons, dans ce laps de temps, identifier et mettre en œuvre des mesures d'accompagnement justes et efficaces. Un gel des taxes temporaire vécu comme une énième provocation envers les Gilets jaunes qui réclament un abandon et non une suspension de quelques mois. Face à ce camouflet, les réactions ont été unanimes, dénonçant des miettes insuffisantes. En réalité, la prise de parole d'Édouard Philippe aura eu un véritable effet, celui de consolider un peu plus la mobilisation. En effet, si les regards sont déjà tous tournés vers l'acte 4 prévu samedi à Paris, la révolte ne faiblit pas en province où les points de blocage sont occupés jour et nuit. Elle a même tendance à s'amplifier. En témoignent les actions menées à la préfecture du Puy-en-Velay, en Haute-Loire. Si les Gilets jaunes semblent plus déterminés que jamais, ils peuvent également compter sur le soutien de nouveaux alliés. Désormais, d'autres pans de la société réclament d'être entendus par l'exécutif, car différents secteurs d'activité sont braqués par les réformes à marche forcée. Lundi, les ambulanciers ont protesté contre les nouvelles dispositions de la sécurité sociale, à savoir la prise en charge des patients qui revient entièrement aux hôpitaux. Dans le même temps, des agriculteurs hostiles à la hausse des taxes agricoles ont déversé 40 tonnes de pierres devant la préfecture d'Eure-et-Loir à Chartres. Une action coup de poing qui pourrait en appeler d'autres à l'image des blocages menés par les lycéens dans toute la France. En effet, depuis le début de semaine, les affrontements entre forces de l'ordre et étudiants se multiplient après des appels lancés par 3 syndicats lycéens. La tension est même montée d'un cran mardi où un lycée de la banlieue toulousaine a en partie brûlé. Une escalade de la révolte qui pourrait se durcir après les appels à la grève lancés par les fédérations CGT et FO du secteur du transport routier pour défendre le pouvoir d'achat. Une bien mauvaise nouvelle pour l'exécutif alors que les syndicats avaient été tenus jusqu'à présent à l'écart de toutes les manifestations. Tous les chemins semblent donc mener aux Gilets jaunes, une convergence faisant craindre une mobilisation d'une ampleur inédite samedi, expliquant les différents appels du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Autre aspect et non des moindres, le phénomène Gilets jaunes a largement
largement dépassé les frontières hexagonales. Plusieurs pays européens ont été le théâtre de mouvements de protestation où le gilet jaune faisait office d'étendard. Serbie, Bulgarie, Belgique, Allemagne ou encore Pays-Bas, les manifestations se multiplient reprenant les mêmes revendications. Ainsi, au-delà de la France, c'est bien toute l'Union européenne qui se retrouve fragilisée. De quoi faire monter la pression à 6 mois des élections européennes. Et c'est une atmosphère de fin de règne qui plane sur la majorité. Après le recul du gouvernement annoncé par Édouard Philippe mardi, tout porte à croire que la présidence Macron restera marquée par cette révolte des Gilets jaunes qui est bien loin d'être terminée. Une jaunisse mortelle pour Emmanuel Macron. Voilà ce que pourrait bien devenir cette jacquerie des temps modernes. Celui que beaucoup surnomment Jupiter, si soucieux de son autorité, est bel et bien dans une position délicate. Les 18 premiers mois de son quinquennat, rythmés par la fête de la musique et la photo de famille de Saint-Martin, avaient déjà contribué à dégrader la fonction présidentielle. Cette fois, c'est bel et bien son autorité qui vient d'être sapée. Élu grâce à un savant mélange de nouveauté, de rigueur, d'énergie et de positivité, Emmanuel Macron va avoir du mal à renouer avec l'élan de sa campagne aux accents parfois étonnants. Lorsque tout parfois semble perdu ou morose, il faut penser printemps. Certains peuvent désespérer, mais le printemps revient. Je veux vous dire de penser printemps. Parce que c'est notre projet! Un projet qui a du plomb dans l'aile, en effet, alors que les réformes fracassantes étaient constitutives du personnage d'Emmanuel Macron. 18 mois après son élection, le président essuie un échec retentissant qu'il aura des difficultés à faire endosser au seul Édouard Philippe, même si celui-ci pourrait être amené à laisser sa place à Matignon pour envoyer un signal aux mécontents. Un signal qui n'est toutefois pas celui attendu. En effet, aujourd'hui, les Gilets jaunes réclament une tête et une seule, celle d'Emmanuel Macron, comme l'a démontré sa visite au Puy-en-Velay en Auvergne où la préfecture a été incendiée en marge des manifestations. Macron démission. De plus en plus de gilets jaunes, insatisfaits par le recul du gouvernement annoncé hier, n'ont plus le cœur aux discussions. D'autant que malgré la timidité de la reculade sur les taxes, c'est un premier signe qu'une opposition peut faire plier l'exécutif, de quoi servir de jurisprudence. Aujourd'hui, c'est 8 Français sur 10 qui se disent contre l'action d'Emmanuel Macron. Dans ces conditions, la suite du quinquennat s'annonce particulièrement laborieuse. C'est d'ailleurs ce que pense le député Les Républicains de Vaucluse, Julien Aubert. Je pense que le quinquennat d'Emmanuel Macron est terminé. Soit il cède ce qu'il est en train de faire, et il va perdre son image de l'homme qui réforme, soit il persistait, et dans ce cas-là, l'économie, je dirais, allait couler. Il risque d'avoir les inconvénients des deux systèmes, c'est-à-dire céder et que la crise continue. C'est aussi le point de vue de l'insoumis François Ruffin. Je pense que c'est un coup d'arrêt. Quand même pour le gouvernement et que derrière, il est évident que ça sera beaucoup plus difficile de passer la réforme des retraites, de passer la réforme du chômage, de passer un certain nombre de mesures contre-sociales, antisociales. Une impossibilité de gouverner qui va d'autant plus poser un problème quand les soutiens de la première heure d'Emmanuel Macron, banquiers ou autres élites mondialisées, ne verront pas venir ce pourquoi ils ont porté leur candidat. Le président de la Startup Nation sera alors lâché de tous les côtés. Le Brexit a décidément du mal à passer. À moins de 4 mois de la sortie prévue de la Grande-Bretagne de l'UE, les obstacles s'accumulent. Mardi, les députés se sont prononcés contre les premières mesures qui étaient présentées. Nigel Farage, le monsieur Brexit, a même quitté le parti dont il a été le fondateur, le UKIP. Olivier Frère-Jacques. Le Brexit s'enlise dans les débats politiques et parlementaires. Alors que les Britanniques ont voté la sortie du giron bruxellois il y a bientôt 2 ans et demi, l'exfiltration de l'Union européenne semble toujours aussi délicate. Mardi, lors d'un vote au Parlement, Theresa May a connu un nouveau désaveu. 311 députés ont voté contre un texte gouvernemental face à 293 pour. Les 5 jours de débat autour de la sortie de l'UE démarrent donc bien mal, avec d'un côté les anti-Brexit, europhiles, travaillistes, libéraux-démocrates et écossais indépendantistes, et de l'autre certains conservateurs et membres du parti unioniste DUP, partisans d'un Brexit dur. Les travaillistes de leur côté menacent même de déclencher une motion de défiance. Côté partisan historique du Brexit, une défection de poids. Le député européen fondateur du UKIP, Nigel Farage, a annoncé son départ de sa propre formation.
Le parti, créé en 1993, semble donc sur la fin. Le charismatique député anti-UE justifie son départ en expliquant que son parti n'est pas la formation dont son pays a besoin. En effet, ce parti fondé pour la sortie de l'Union européenne n'a pas rencontré le succès électoral escompté après le vote de la sortie de l'UE. Le bipartisme britannique a la dent dure. Le départ de Nigel Farage semble cependant également motivé par des divergences idéologiques avec l'actuel meneur du UKIP, Gerard Batten, dont il rejette le positionnement qualifié de trop anti-musulman. Nommé vice-président d'un mouvement uniquement centré sur le Brexit et nommé Leave means leave, comprendre quitter veut dire quitter, Nigel Farage ne dit cependant pas adieu à la politique. La voie vers la sortie de l'Union européenne est donc loin d'être un long fleuve tranquille pour Londres. Outre la fragilisation de l'exécutif, les débats mettent en exergue des clivages partisans forts et des dissensions au sein même des partis. Des difficultés en cascade à conclure le divorce avec l'Union européenne qui laisse de plus en plus planer l'ombre d'un nouveau vote sur le Brexit. Mardi, c'est la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, qui y allait de sa petite phrase, estimant que de plus en plus de Britanniques regrettaient le Brexit lors d'une conférence à Washington. Des signaux qui laissent entrevoir la possibilité d'un nouveau vote, une situation qui risquerait de faire croître la défiance des Britanniques, mais aussi des autres peuples européens, contre leurs élites. Vendre un maximum d'armes pour garantir la paix, c'est l'étrange paradoxe français. Alors que Paris prend soin de donner des leçons des droits de l'homme, le ministre des Armées, Florence Parly, fait la VRP à un salon de l'armement en Égypte. Olivier Frère-Jacques. Le ministre des Armées comme représentant de commerce pour l'armement français, Florence Parly s'est rendue en Égypte en tant qu'invitée spéciale du tout premier salon de l'armement EDEX, Egypt Defense Expo. Elle a pu y couper d'un ciseau commun le ruban rouge sang d'inauguration avec le maréchal président Abdel Fattah al-Sisi. Les officiers supérieurs semblent décidément à la mode en ce moment dans le paysage politique français. Cette idylle franco-égyptienne dure depuis maintenant 5 ans et la vente d'armes au profit de la nation des pharaons pour la répression politique menant le général Sisi au pouvoir. Rien de bien étonnant donc à voir le ministre Parly au salon de l'armement du Caire. Un exercice que celle-ci affectionne tout particulièrement. Du 11 au 15 juin dernier, Florence Parly avait profité du Salon international de défense et de sécurité Eurosatori à Paris pour encourager les startups, chers au président, à s'investir dans la création de nouveaux instruments létaux, comprendre des armes pour tuer. En principe, rien de mal à vendre le savoir-faire français, mais là où le bas blesse, c'est dans le décalage entre les leçons de droits de l'homme données régulièrement par les présidents de la République successifs et le Quai d'Orsay à l'égard de nombreux États, et le rôle de la France dans l'armement d'États pas franchement regardants sur ces fameux droits de l'homme. Et quand il s'agit de s'expliquer, sur le cas du Yémen par exemple, le ministre Parly déclare que les armes françaises vendues à l'Arabie Saoudite n'étaient pas censées être utilisées lors de ce conflit. On imagine cependant assez mal Riyad se servir de ces achats mortels uniquement pour des parades. Une ambiguïté vis-à-vis de la prolifération des armes qui ne semble pas gêner le ministre des Armées qui s'est donc rendu mardi à la première foire d'armement du Moyen-Orient. 40 États présents et plus de 400 entreprises représentées. L'argent n'a certes pas d'odeur, mais le magot de l'armement semble néanmoins drôlement sentir la poudre. Alors qu'en octobre, Amnesty International dénonçait l'utilisation de véhicules blindés, dont des Renault Trucks et des munitions fournies par la France pour l'armée égyptienne lors des répressions de juillet et août 2013, pour permettre l'avènement de Sisi, ce voyage ministériel illustre bien les contradictions françaises en matière de politique étrangère et surtout le double discours tenu par les dirigeants s'agissant des conflits armés. Et si la responsabilité des ventes de 2013 à destination de l'Égypte incombe à son prédécesseur, le socialiste Jean-Yves Le Drian, aux affaires entre 2012 et 2017, la politique de Florence Parly s'inscrit en totale continuité avec celle de ce dernier. Seulement pour la nation égyptienne, entre 2014 et 2017, 7 milliards d'euros de contrats ont été signés avec 2 porte-hélicoptères Mistral, des missiles et 24 Rafales. À la fin du quinquennat Hollande, le pays était devenu le second importateur d'armes françaises. Et le voyage régional de Florence Parly n'est pas fini puisqu'elle a rencontré ce mercredi l'émir cheikh du Koweït, Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, et son ministre de la Défense pour parler contrat, une visite qui arrive à point nommé alors que se termine l'exercice bilatéral interarmé Pearl of the West qui a réuni 1 millier de militaires français. La politique commerciale d'armement de la France laisse de nombreuses interrogations. Cependant, elle semble tout à fait raccord vis-à-vis de sa diplomatie. Proximité avec les États sunnites du Golfe, hostilité à l'égard de l'Iran et suivisme par rapport à Washington. Un business lucratif qui fait de la France le 3e vendeur d'armes au monde derrière les États-Unis et la Russie avec quelques 5,2 milliards de dollars de ventes pour l'exercice 2017.
Et à présent, on retrouve Thibaut Bastide pour l'actualité en bref. Représailles au pôle universitaire Léonard de Vinci. Ce mercredi à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine, un enseignant d'anglais de l'université a été mortellement poignardé à la gorge par un ancien élève. L'agresseur d'origine pakistanaise a été interpellé. La piste terroriste n'a pour le moment pas été évoquée par les enquêteurs. Bouclier du Nord, c'est le nom de l'opération lancée par Israël à la frontière libanaise. Tsahal détruit ainsi les tunnels d'attaque creusés par le Hezbollah libanais. Cette intervention n'aurait pas suscité de réaction immédiate de la part des forces armées chiites. La technique des tunnels est très répandue dans la résistance face à Israël par le Hezbollah, mais aussi par le Hamas. Mais les activités troglodytes de ce dernier semblent aujourd'hui neutralisées. Après une période très tendue à Gaza, Israël semble à nouveau s'intéresser de près au Hezbollah. Les autorités de l'État hébreu étant à présent convaincues que la résistance armée se déplacerait à nouveau de la Syrie vers le Liban depuis la reprise en main du pays par Bachar el-Assad. Ainsi, des missiles de haute précision seraient désormais acheminés de Téhéran à Beyrouth via des vols directs et non plus par les routes syriennes. Obsèques nationales pour George Bush Senior. Ce mercredi, les funérailles du 41e président des États-Unis se sont déroulées à la cathédrale protestante de Washington. Donald Trump et tous les ex-présidents américains encore en vie ont assisté aux funérailles nationales. Depuis plusieurs jours, de nombreuses figures politiques et simples américains sont venus lui rendre hommage auprès de son cercueil exposé au Capitole. L'ancien président demeurera célèbre pour son implication dans la meurtrière guerre du Golfe et pour son fils, également président des États-Unis et à l'initiative d'une guerre en Irak. Obsèques toujours et ça joue les prolongations pour les hommages au chanteur à succès Johnny Hallyday. Des hommages seront rendus un peu partout pour le célèbre rocker avec en point d'orgue une célébration à l'église de la Madeleine à Paris. Une parodie de messe qui sera dite par le père Bruno Oreste, curé de la paroisse et pour laquelle les hostilités commenceront par un psaume réécrit sur l'air du tube Le Pénitencier. Un gros coup de pub pas très catholique pour le curé qui se prête volontiers aux jeux médiatiques, se permettant notamment de dire que ses braves petits fans ne sont pas du tout pro-Laetitia. Faute de charité et de sacré, l'église sera une fois n'est pas coutume remplie. La parodie de liturgie sera même diffusée sur la chaîne KTO et sur YouTube. YouTube, justement, rapporte gros. Selon le magazine Forbes, c'est un jeune américain de 7 ans qui gagne le plus d'argent grâce à ses vidéos publiées sur la plateforme. Les vidéos du jeune garçon lui ont rapporté près de 22 millions de dollars l'année dernière. Sur sa chaîne lancée en 2015, l'enfant passe en revue de nouveaux jouets et des produits alimentaires pour enfants. Un concept qui fonctionne puisque certaines de ses vidéos ont été visionnées près de 935 millions de fois. Ryan et ses parents ont aussi signé un partenariat avec Walmart pour vendre une ligne de jouets exclusive. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour, agrégé de lettres modernes, Gérard Cognot nous présente son ouvrage intitulé « La Russie et son double ». Raspoutine a été, conseiller du tsar Nicolas II. Oui, on sait ce moujik, enfin, qui avait des dons, qui pouvait justement guérir, était le seul à guérir le fils de le tsarevitch, qui était hémophile, et qui a arrêté les épanchements de sang, ce qui lui a procuré une position de conseiller très influent auprès du tsar, auprès de la tsarine. Et puis ce soir, vous retrouverez également Perles de Culture. L'équipe cinéma vous parlera de ses coups de cœur. Anne Brassier recevra ensuite Bernard Gantois pour son ouvrage Le Mirage des valeurs de la République. Puis Charles-Henri Jamin, défenseur de la chapelle Saint-Jean à Saumur, et Catherine Boutin, engagée contre l'installation d'éoliennes marines au large de Fécamp et Étretat. Et puis tout de suite, évidemment, vous retrouvez une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. À présent, c'est le moment de se quitter. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Il y a une série d'observations très précises que j'ai faites en banlieue parisienne dans les supermarchés du coin, mais dont j'avais oublié de vous parler.
quand un article du Parisien me l'a rappelé récemment, c'est à propos de la vente d'alcool. Et quand je dis la vente, justement, non, c'est plutôt à propos des vols de bouteilles d'alcool. D'abord, je réponds d'une phrase à la question « Mais qu'est-ce que vous faites en banlieue parisienne alors que vous êtes villageois ?» Eh bien, 15 jours par mois, je le répète, je m'occupe d'un vieux monsieur dont je fais les courses et j'ai pu comparer, donc au fil des mois, la politique commerciale relative à l'alcool qui consiste principalement dans les zones dites sensibles à se garder des voleurs de 16 ans. L'article du Parisien où vous expliquez qu'ils arrivent carrément à plusieurs sans dissimuler leur visage pour embarquer des paniers entiers de bouteilles de whisky et de vodka et que pendant qu'ils opèrent, ils regardent la caméra carrément. Alors pourquoi si peu de précautions? Parce qu'ils intimident le personnel, mais surtout parce qu'ils relèvent du juge pour enfants, qui les libère le lendemain et que le lendemain, ils reviennent piquer pour 1 000 € d'alcool en faisant un doigt d'honneur à la caméra. Donc il existe visiblement une incohérence dans le système, devinez laquelle. Et là, si vous interrogez les gens au comptoir de Campagnol, ils vous répondent ceux qu'il faudrait d'abord mettre en prison, avec ces adolescents d'ailleurs, ce sont ceux qui les libèrent à tour de bras après des récidives permanentes et qui préfèrent laisser infliger les intimidations, les doigts d'honneur, les je te crève, je sais où t'habites, à la population générale, plutôt que de coffrer les auteurs sous régime sévère, quel que soit leur âge. Donc, en vertu du principe, on ne punit pas les coupables, on préfère restreindre les libertés de la population générale. Je vous livre une observation précise qui en dit long sur ce que les journaux pour bourgeois socialistes appellent une dérive. Dans les 9/10 des supermarchés et supérettes qui m'entourent, si vous voulez acheter une bouteille de pastis ou de vin blanc, vous n'avez aucune difficulté. Mais s'il s'agit de vodka ou de whisky, ce sont des alcools remisés dans une vitrine fermée à clé. Et vous n'osez pas demander une bouteille parce que souvent la caissière qui est toute seule, ou elles sont deux, il faut se lever, chercher la clé, faire attendre les gens. Donc comme client, vous encourez une réprobation immédiate parmi les gens qui attendent à la caisse avec vous, surtout que parmi elles, certaines femmes dont on ne voit pas les cheveux ont l'air de dire, on a l'impression que ça vous amuse de retarder les gens, surtout pour acheter de l'alcool, vous devriez avoir honte. Mais je le répète, le plus extravagant dans tout ça est que seuls les 2 ou 3 alcools convoités par les jeunes de 16 ans pour être revendus en cité sont sous clé. Tous les autres sont dehors. Il y aurait presque de quoi se remettre au pastis. Dans certains supermarchés qui viennent d'être réaménagés, on a mis carrément les caisses en ligne comme des guichets d'embarquement à l'aéroport et l'alcool occupe le mur du fond, toujours sous vitrine. Nous avons là un cas de réorganisation complète des étalages pour tenir compte des habitudes antisociales de 0,5% de la population, le reste des gens devant subir sans broncher parce que, selon l'article du Parisien, mais on peut le vérifier tous les jours sur place, les directions des petits supermarchés, les moins équipés en surveillance et télésurveillance, hésitent à porter plainte pour ne pas avoir d'ennuis. Oui, parce que dans cette partie de la France, ce sont les victimes qui peuvent avoir des ennuis. Donc, pour résumer, dans une grande partie de la couronne parisienne, le problème désormais n'est pas la délinquance de proximité. Non, le grand souci, c'est de se protéger contre les représailles si vous avez porté plainte. Et si un juge de 30 ans, qui lit Libé naturellement, vient de laisser sortir ceux qui vous ont dit à la caisse « je te retrouverai ». Alors il existe une exception vertueuse, enfin vertueuse à première vue. Quand il s'agit d'acheter une bouteille de whisky au milieu d'autres choses, je vais toujours faire mes courses dans une certaine chaîne de supermarchés ultra discount qui existe sur tout le territoire, parce que là, le rayon alcool réunit tous les alcools au même endroit, sans vitrine, sans précaution particulière. Et un jour que j'étais le seul client, j'ai demandé à la vendeuse, qui est une petite Serbe, pourquoi eux, ils ne protégeaient pas leur whisky. Elle m'a dit, il y a 2 explications, une officielle et l'autre. Elle m'a demandé laquelle je préférais, j'ai pas de préférence, mais j'aimerais les 2, je lui ai dit. Eh bien, officiellement, si on ne ferme pas les bouteilles, là, c'est parce que c'est trop long d'aller les chercher avec une clé, surtout quand on est seul à la caisse. Et quelle est la version non officielle ? Vous voulez dire la vérité, m'a-t-elle dit. Eh bien, c'est qu'on n'a pas de vol d'alcool, parce que ça dépend de la clientèle, mais la nôtre, dans sa très grande majorité, ne vole ni alcool ni charcuterie. Ça serait plutôt les pots de Nutella et la semoule. Et la jeune Serbe m'a désigné à la machine à carte bleue et elle m'a tendu le ticket avec un sourire plein d'amitié. Ce n'est pas la première fois qu'elle m'invitait comme ça à la connivence culturelle. Quand est arrivée une cliente derrière moi qui portait une robe marron foncé très longue et très large, j'ai salué la demoiselle avec un sourire d'espion. Eh bien, si ce sourire ressemble au vôtre, abonnez-vous, merci, ça s'appelle Campagnol TV et c'est sur YouTube.